Jacques-Stéphane Alexis était un écrivain plus que talentueux, l'un des plus brillants de sa génération et dont les idées étaient conformes avec ses écrits. Il était tout entier dans ses écrits. Mais sur le terrain, là où se passe la vraie bataille, la machine à broyer de la dictature a eu raison de son réalisme merveilleux. Jacques-Stéphane Alexis, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite. Jacques-Stéphane Alexis est le fils de Jacques Alexis, diplomate, journaliste et historien. Il a notamment écrit un roman intitulé Le Nègre masqué. Donc, Jacques-Stéphane Alexis a fait une partie de sa scolarité pendant son enfance à Paris, alors que son père était en poste à Paris. Il a par la suite poursuivi sa scolarité à Port-au-Prince, puis il a continué ses études universitaires à la faculté de médecine de Port-au-Prince, où il décroche son doctorat en médecine en 1945. Il a seulement 18 ans quand il publie son premier ouvrage, un essai consacré au poète Hamilton Garwood. Par la suite, il va collaborer à plusieurs journaux et revues, et dont la plus connue de l'époque, c'est la revue La Ruche. Alors, à l'époque, la revue La Ruche, c'était la revue d'opposition par excellence, où fédéraient les jeunes intellectuels révoltés de l'époque, par exemple Gérald Blancourt, René Despestre et d'autres intellectuels. Donc Jacques-Stéphane Alexis faisait partie, avec ces jeunes écrivains engagés de l'époque, de cette revue. Mais cette revue ne va pas faire long feu, parce qu'à la chute du président Lescaut, l'armée prend le pouvoir et instaure un régime autoritaire dans le pays. Certains journalistes de La Ruche ont été emprisonnés et d'autres sont partis en exil, et parmi lesquels Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis s'exile à Paris et là, effectivement, il intègre le monde intellectuel parisien. Il rencontre également les écrivains parmi les plus en vue de l'époque. Il fait la connaissance des écrivains de la négritude, par exemple Senghor et aussi Aimé Césaire. Et également, il se lie d'amitié avec le poète Louis Aragon. Alors, c'est à cette même époque qu'il publie son premier roman aux éditions Gallimard, Compère général Soleil, un chef-d'œuvre, une œuvre majeure. Mais en 1961, il tente une opération clandestine. Il essaie de débarquer en Haïti afin de monter une opération politique pour renverser le dictateur Duvalier. Mais il était attendu. Duvalier était au courant de sa venue. Capturé, torturé, l'écrivain est exécuté, mais son corps n'a jamais été retrouvé. L'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis marque un tournant dans le sens où avant Jacques-Stéphane Alexis, on va dire que le combat contre l'impérialisme se faisait surtout par l'affirmation de l'identité haïtienne et aussi la revendication de l'héritage ancestral. Mais Jacques-Stéphane Alexis marque un tournant dans le sens où il ajoute quelque chose, c'est-à-dire la revendication sociale. C'est-à-dire que l'affirmation de l'identité haïtienne, cette revendication-là est teintée de communisme, et on va dire un communisme de combat pour changer la vie et pour changer les choses. Alors, pour vous montrer effectivement comment, on va dire, il a marqué sur tournant, je vais vous lire un extrait de son célèbre article du réalisme merveilleux. De tout temps, les artistes ont été un témoin de la vie de la cité. Il en a reproduit les types et les scènes essentielles, les mœurs, les coutumes, les croyances, la morale. Il en a chanté les beautés, les luttes, les drames. Cela ne suffit plus. Il ne s'agit pas de témoigner seulement pour le réel et de l'expliquer. Il s'agit de transformer le monde. L'artiste doit prendre parti. Il doit être un combattant. Voilà. Alors, c'est comme ça que, on va dire, Jacques-Stéphane Alexis voit l'artiste, en l'occurrence l'écrivain, c'est un homme d'action. Il doit prendre parti. Il s'agit plus maintenant de chanter, on va dire, le ciel, de chanter les oiseaux, les arbres, mais
il faut prendre parti, il faut transformer le monde. C'est ce qu'avait déjà dit, on va dire, Karl Marx au 19e siècle. Au 19e siècle, Karl Marx avait écrit que les philosophes, pendant longtemps, ils ont interprété le monde, etc. Il est venu maintenant le temps de le transformer. C'était ça. Donc, il a repris à son compte, on va dire, le vœu de Karl Marx, c'est-à-dire de transformer le monde par l'action, et non pas par la poésie, ni chanter les oiseaux, par l'action politique. Donc là, clairement, la revendication sociale et économique devient primordiale, on va dire, par rapport à la revendication identitaire ou ancestrale qu'incarnait, par exemple, un Jean Price-Mars ou encore un Karl Bois. Ben non, là, ça l'est toujours dans l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, on va le voir un peu plus tard, ça l'est toujours effectivement cette revendication identitaire, mais la revendication sociale prend le dessus. Alors, il faut contextualiser tout ça. En fait, n'oubliez pas que Jacques-Stéphane Alexis est né en 1922. À l'époque, effectivement, on était en pleine occupation américaine. Donc, beaucoup d'écrivains haïtiens, on va dire, ont fait tout pour affirmer l'identité haïtienne, la culture haïtienne, pour ne pas se laisser dissoudre dans une culture impérialiste. Donc, cette revendication était surtout nécessaire à la survie, on va dire, de l'identité haïtienne. Mais quelques temps plus tard, Jacques-Stéphane Alexis, on va dire à son époque, il a vu des choses, il a vu des injustices. Donc, était venu le temps, à ce moment-là, de dépasser cette revendication identitaire pour affirmer quelque chose de plus universel, c'est-à-dire la justice sociale, c'est-à-dire le combat politique pour l'égalité, etc. Contrairement à Jean Price-Mars qui prônait le vaudou, qui estimait que le vaudou était essentiel, c'est utile pour l'identité haïtienne. Alors Jacques-Stéphane Alexis va oser une critique de la religion et du vaudou en particulier pour sa passivité. Alors pour lui, les religions invitent à la résignation, donc ça empêche l'action sociale. Donc le communiste qu'il était voit d'un mauvais œil les religions, contrairement à Jean Price-Mars qui, on va dire, pour qui le vaudou c'est un élément essentiel et fondamental dans la culture haïtienne et qu'il faut le sauvegarder. Alors Jacques-Stéphane Alexis ose une critique du vaudou. Je vous lis un extrait par exemple dans son fameux livre Les arbres musiciens. Mais que font-ils les enfants de la remembrance? Ils pleurent, ils gémissent, ils maudissent, ils supplient les lois et se résignent. Moi, je ne peux plus me résigner et répéter que le bon Dieu est bon, que les lois sont nos pères et la remembrance éternelle. Moi, je sais qu'un jour, Dessalines reviendra pour mettre fin aux gémissements, aux plaintes et pour combattre à la tête de ses enfants. Il ne peut pas ne pas revenir. Il sortira des entrailles de la terre. Alors, ce sera le jour de la vengeance, le jour de la justice, le jour des nègres sales. En attendant le peuple souverain, Carmelo Melon gagne sa vie. Il coupe les arbres, il scie du bois, des planches. Il se fait insulter, il travaille pour les autres, mais partout où il va, il donne la parole de Dessalines au peuple. À voix basse, à voix haute, partout, il dit aux enfants de Dessalines de s'unir en silence, de préparer le lambi et les torches pour qu'un jour éclate de nouveau le cri de 1804 devant un peuple debout et rassemblé. Alors, non à la résignation et au bon vouloir des lois, c'est le temps de l'action. Dessalines doit revenir. Voilà, c'est ce que nous dit en substance Jacques-Stéphane Alexis. Donc Dessalines doit revenir pour, on va dire, pour faire une autre révolution, une autre 1804. Alors dans un autre extrait, il le dit encore plus clairement, alors je vous lis. La surnature était l'ennemi de la vie libre. La surnature, c'est-à-dire les religions en général. Elle paralysait les hommes, aliénait leur courage et leur esprit de décision. Tous, Onguents, grands prêtres, curés et pasteurs, ils engluaient l'homme dans le désespoir et la résignation. Lui, il était le partisan des sources, des vents, partisan de la vie, brève peut-être, mais indompté. Une vie dure, combattante parmi les forces contraires, partisan du Dieu homme, comptable et responsable de soi seul, de son devenir
et de tous les dépassements. Donc on voit là que Jacques-Stéphane Alexis affirme l'autonomie de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de compte à rendre aux dieux ni aux lois. Donc l'homme est responsable seul de son devenir et de sa destinée. Donc là, c'est un combat qui s'inscrit effectivement dans un autre combat universel. C'est le communisme. Effectivement, c'est ça. Parce que Jacques-Stéphane Alexis, il ne faut pas oublier, était communiste, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, il a même fondé un parti communiste qui s'appelait à l'époque le Parti de l'Entente du Peuple. Mais attention, il ne faut pas croire que parce qu'il écrit, on va dire, il critique, on va dire, le vaudou, on va dire les religions en général pour leur passivité, pour leur encouragement à la résignation, qu'il rejette le vaudou. Ah non, pas du tout. Au contraire, Jacques-Stéphane Alexis prône le vaudou en tant que disciple également de Jacques Roumain. Et aussi en partie, on va dire, c'est aussi le fils spirituel aussi de Jean Price Mars. Donc il prône le vaudou face au catholicisme. Il était pour, on va dire, une religion, on va dire, locale. Il disait même que les prêtres devaient être, on va dire, le clergé. Il disait même que le clergé devait être haïtien. Donc il ne faut pas croire qu'il rejette pour autant le vaudou. Je voulais un autre extrait des Arbres musiciens pour vous montrer à quel point il ne rejetait pas du tout le vaudou, malgré ses critiques. Alors, il fait dire à un de ses personnages, « Je ne crois ni à Dieu, ni à diable, mais je respecte tout ce qui sort de la terre. Les lois sortent de la terre, comme les bananiers, comme le manioc, comme le maïs. Pourquoi est-ce le maïs qui lève et non le blé? Parce que notre soleil est chaud, que notre terre contient ceci, cela, et après autre chose. Il voudrait voir rejeter les lois pour la religion des Blancs, mais notre religion, c'est le maïs, et celle des Blancs, c'est le blé. » Donc, sans ambiguïté, Jacques-Stéphane Alexis se montre tout aussi attaché au vaudou, et son personnage le dit. Donc, on ne va pas rejeter, on va dire, ce qu'on a pour adopter, on va dire, le Dieu des autres. Voilà, donc cette affirmation est claire et sans ambiguïté. Mais par contre, il faut faire attention parce que la religion invite à la résignation. Donc, c'est pour cela il faut vraiment s'en débarrasser. La défense de Jacques-Stéphane Alexis, on va dire, de la culture haïtienne et du vaudou, je l'ai rappelé tout à l'heure, est teintée de communisme. Elle s'inscrit, c'est-à-dire cette défense-là, s'inscrit dans une revendication plus globale, c'est-à-dire la revendication sociale et économique. En tant que communiste, c'était important pour lui. Il faut se rappeler aussi que le communisme, effectivement, à cette époque, avait beaucoup d'attrait, parce que imaginez un monde sans classe, un monde sans salariat, un monde où il y a l'égalité. Je veux dire, donc c'est un monde effectivement idéal. Le communisme en tant qu'idéologie avait tout pour séduire les jeunes écrivains de cette époque-là. Ils étaient presque tous communistes. Mais le communisme, je l'ai déjà dit, c'est une utopie. C'est une utopie, qu'on le veuille ou non. Parce que les prolétaires, une fois arrivés au pouvoir, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils deviennent les nouveaux bourgeois. De toute façon, toutes les grandes révolutions communistes un peu partout dans le monde l'ont prouvé. Donc l'histoire le prouve. Donc l'histoire le prouve. C'est-à-dire que l'idée, on va dire la philosophie communiste est extrêmement séduisante. Et on va dire les idées d'égalité, les idées de justice sociale, c'est séduisant. Mais la réalité est plus complexe. Alors je vous raconte une anecdote personnelle. À Berlin, j'ai rencontré un vieux communiste avec qui je discutais de la philosophie. Je lui montrais mon attrait pour les philosophes allemands, Schopenhauer en particulier, et Nietzsche et d'autres philosophes. Alors il m'a répondu, c'est bien beau tout ça, on va dire de philosopher sur l'être et le néant, sur le devenir. Il m'a dit, mais si on n'est pas dans une société stable, où il y a la justice sociale, où effectivement on a la paix, pour réfléchir, toutes ces idées-là ne valent rien. Il faut déjà être dans une société où on respecte les individus, etc. Donc, en gros, toutes les idées communistes. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir par la suite. Je me suis dit, mais il a raison, il a raison. Donc l'être, le néant, le devenir, tout ça, donc philosopher. Donc, à quoi ça sert vraiment si on est dans une société
où il y a les inégalités, où effectivement on n'a rien à se mettre sur la dent. Donc les idées, c'est bien belle, mais on va dire confronté à la réalité, ça devient compliqué. Il avait raison. Mais après, je me suis dit, en même temps, c'est un combat éternel. Parce que je suis sûr que si les communistes avaient réalisé leur rêve, c'est-à-dire avoir un monde complètement égalitaire, sans classe, il y aurait d'autres problèmes. Ça aussi, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que le fait, on va dire, de vouloir un monde plus juste, on va dire, de vouloir un monde où il y a plus d'égalité, n'empêche pas non plus de penser ce monde-là, de penser l'être. La métaphysique ne disparaît pas. Je rappelle tout simplement que le communisme ou le matérialisme en lui-même, on va dire, n'est pas totalement dénué de métaphysique. Donc la métaphysique est quelque chose qui est inhérent même à la nature humaine. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que on vit dans un monde difficile, on vit dans un monde en guerre, il y a des inégalités partout, que je dois, on va dire, m'empêcher de penser le monde, de réfléchir le monde, même de philosopher. Pourquoi pas? Alors, fermons cette petite parenthèse. Revenons à notre écrivain Jacques-Stéphane Alexis. Alors, je conclus pour vous dire que Jacques-Stéphane Alexis, c'est un écrivain fabuleux. Il faut relire Compère Général Soleil et surtout Les Arbres Musiciens. C'est un texte lumineux, un texte fabuleux. Jacques-Stéphane Alexis est plus que jamais d'actualité, surtout aujourd'hui.